Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre de l'élément de physique 1, qui est l'électrostatique. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et les vidéos que j'ai partagées avant celle-ci sur ma chaîne YouTube, c'est, c'est une introduction à ce cours. Alors, dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer à parler de certaines lois de base de l'électrostatique qui est la loi de Coulomb. Mais si vous le permettez, j'aimerais bien d'ouvrir une parenthèse ou un préambule. Avant de commencer à parler en fait de cette loi de Coulomb, j'aimerais bien de faire une précision qui est la suivante. Alors tout ce qu'on va voir dans ce cours euh, n'est pas exact ou il n'est pas vrai. Alors deux questions vont être soulevées. Pourquoi ils ne sont pas exacts? Et la deuxième, s'ils ne sont pas exacts, pourquoi les étudier? Pourquoi on ne passe pas directement à des choses qui sont exactes? Alors, pour répondre à la première question, qui est assez simple à y répondre, qui est la question pourquoi ils ne sont pas exacts? Alors, la réponse est simple, c'est la suivante, c'est que toutes les découvertes qu'on va voir dans ce cours-là ont été trouvées, on va dire, dans le 18e, 19e siècle. Et depuis ce temps-là, en fait, la science et la connaissance a pas mal évolué. Du coup, il y a pas mal de changements, il y a pas mal de rectifications, en fait, des lois et de corrections. Alors maintenant, si tous les lois qu'on va voir ont été changées, rectifiées, pourquoi les étudier? La réponse, c'est que par un souci pédagogique, en fait, ou c'est une méthode de se faire, c'est-à-dire de commencer avec des choses très simples et suivre aussi leur enchaînement chronologique. Ceci permettra en fait de commencer par des choses simples pour voir des choses compliquées. Euh, et de toutes les manières, si on commence par tout ce qu'on sait maintenant, vous n'allez rien comprendre et on va commencer par des choses simples et par la suite on va voir des choses complexes. Alors la troisième question après ces réponses-là qu'on va soulever, c'est est-ce que cette méthode en fait d'enseignement est nouvelle? Pas du tout. Ben, pendant tout votre cursus en fait d'études, depuis le primaire, collège et même dans certaines études supérieures, vous avez connu en fait cette méthode-là. Alors je peux donner quelques exemples. Au primaire, à un certain niveau ou à un certain niveau de primaire, l'opération des entiers 2 moins 5 par exemple, c'est une opération qui n'admettait pas une solution à un certain niveau. Pourquoi? Pour la simple raison, en fait, parce que à un certain niveau, on ne peut pas introduire que les nombres sont négatifs. On peut des valeurs négatives. C'est-à-dire, vous faites la résolution dans le groupe ou l'ensemble n. Mais dès que vous avez découvert en fait les nombres négatifs, les valeurs négatives, ben, cette fois-ci, 2 moins 5 admet une solution qui est moins 3. De la même façon, au collège, l'équation x au carré est égale à moins 1 n'admet pas une solution lorsque vous faites la résolution en R. Et tant que vous n'avez pas découvert l'ensemble des complexes, C, cette solution n'admet pas une solution. Est-ce que cette réponse-là est exacte? Ben non, elle n'est pas exacte, mais elle est simple. C'est-à-dire de dire qu'elle n'a pas de solution. Mais cela vous a permis en fait de construire un savoir qui va vous permettre de comprendre quelque chose qui est plus complexe, c'est-à-dire les nombres complexes. Et dès que vous avez découvert cet ensemble complexe, x au carré est égal à moins 1 a une solution.
Alors, je termine juste avec un dernier exemple, c'est l'exemple de masse. Cette fois-ci, c'est un exemple physique. Jusqu'à présent, ce que vous connaissez, ce que vous avez appris à l'école, c'est que la masse est une propriété intrinsèque à la matière. C'est-à-dire, elle est liée étroitement à la matière. La définition même de la matière que vous apprenez maintenant pendant vos études, c'est quelque chose qui a une masse, c'est-à-dire une propriété qui fait partie en fait de la définition de la matière. Toutefois, cette fois-ci, on a fait une découverte en 2013 qu'on n'a pas encore intégrée dans l'enseignement, qui est que la masse n'est plus une propriété intrinsèque de la matière, c'est-à-dire on ne peut pas définir la matière par leur masse. La matière, c'est quelque chose, la masse, c'est autre chose. Et du coup, c'est quoi la nouvelle définition en fait de la masse? La masse, c'est une interaction, ou c'est un résultat d'interaction entre la matière et un champ qui existe autour, c'est-à-dire le champ de X. Alors, les exemples que j'ai introduits ici sont des exemples pour illustrer quand cette méthode pédagogique de commencer par le simple pour arriver au complexe, c'est une méthode qui est assez utilisée en fait dans l'enseignement. Alors, pour le dernier exemple que j'ai introduit, j'ai vraiment improvisé. Je vous invite en fait à faire une recherche plus détaillée et précise autour du boson de Higgs, de c'est quoi la masse, comment on peut comprendre ceci, comment on l'a découvert. Et les gens qui vont faire leur recherche sur le LHC, sur leur projet sur LHC, ils vont peut-être toucher à quelque chose de similaire. Alors, je ferme mon préambule et je reviens à mon cours. Alors là, ce qu'on va introduire, c'est les forces électrostatiques. Il faut savoir que ces forces-là, ou la force qu'on va parler, ou la loi de Coulomb, c'est la base du cours électrostatique. C'est-à-dire, en d'autres termes, la relation mathématique que Coulomb va nous fournir, elle va nous permettre en fait de définir toutes les grandeurs physiques liées à l'électrostatique par la suite. C'est-à-dire, les grandeurs dont je parle, c'est-à-dire à partir de la force, on va définir le champ, le potentiel et l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette force? C'est juste on va lui appliquer en fait certains outils mathématiques, la déformer, la réécrire d'une autre manière, l'interpréter différemment. Tout cela va nous permettre en fait de définir ou introduire des nouvelles notions. Pourquoi je dis ceci? Pour la simple raison que je ne veux pas entendre à la fin de ce cours qu'il y a trop de relations. En effet, il y a une seule relation, qui est la force électrostatique qu'on a modelée ou qu'on a écrit différemment. Ce que vous devez faire, c'est comprendre et savoir comment on a modelé, ou on a, si vous permettez le terme, on a modelé ou on a modifié en fait cette force pour qu'il nous donne une autre grandeur. Dans ce cas-là, si vous arrivez à maîtriser cette méthode-là, vous allez voir en fait que toutes les relations se ressemblent. Il faut juste les adapter au contexte. Je ferme encore cette introduction pour passer à expliquer c'est quoi l'expérience que Coulomb a construit pour mesurer et quantifier cette force électrostatique. Alors la balance de Coulomb, c'est l'expérience clé de l'électrostatique. C'est à travers cette expérience-là qu'on a pu en fait quantifier la force électrostatique. Alors rappelez-vous, pour faire le lien avec l'introduction. Dans l'introduction, on a posé on va dire la question suivante, c'est que quelles sont ces forces qui permettent en fait d'attirer ou de repousser en fait les boules frottées? Et ben, c'est la question que Coulomb a essayé en fait d'y répondre. Et pour cela, en fait, il a inventé cette balance. Cette balance, elle a cette forme-là. Vous avez une enceinte. C'est là où on va mettre en fait les boules qui sont chargées. Et
lui, en fait, il faut savoir que lui, il travaillait avant, il travaillait sur les forces de torsion des fils métalliques. Du coup, il va utiliser en fait ces forces qu'il a déjà étudiées et déjà calibrées, c'est-à-dire les forces de torsion. Et en utilisant ces forces-là, ces forces de torsion, il va essayer de mesurer les forces électrostatiques, c'est-à-dire en égalisant les deux termes, en égalisant les forces de torsion avec les forces électrostatiques, on peut mesurer les forces électrostatiques, c'est-à-dire la somme des forces est égale à zéro. Il va toujours essayer à avoir un équilibre pour égaliser les forces et après il va mesurer ce que je vais expliquer par la suite. Il va mesurer cette force. Alors qu'est-ce qu'il a utilisé? Je vais faire une description, mais de toute façon je vais la détailler par la suite avec une vidéo bien animée. Alors, qu'est-ce que vous avez ici, cette partie-là, c'est-à-dire la figure 5, ça c'est quoi? C'est la boule qu'on va introduire. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une enceinte. C'est là où on va essayer de rapprocher les deux boules. Et vous avez une boule c'est à nous de la mettre en fait dans l'enceinte, c'est celle-ci. Et il y a une boule qui existe en fait déjà. Alors, c'est cette boule-là. Vous avez le contrepoids, c'est ça, le contrepoids, la boule qui est dans l'enceinte, et celle-ci, c'est nous qu'on la met dedans. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une poulie qui est graduée, qui permet en fait la lecture en fait de l'angle de torsion ou la force de torsion. Du coup, on peut la régler, c'est réglable, c'est-à-dire on règle en fait la torsion du fil, c'est-à-dire la force qu'on applique sur la boule. Et vous avez ici les angles pour faire la lecture. Ici, c'est tube-là qui va permettre. Alors, le tube et l'enceinte, ça permet juste d'éviter en fait une perturbation de l'air qui vient de l'extérieur. Ça, c'est le contrepoids. Ça, c'est votre deuxième boule. Donc, ici, vous avez deux boules que vous allez charger et vous introduisez en fait cette boule-là en fait dans l'enceinte et vous essayez en fait de mesurer les forces. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, ce que je vais expliquer par la suite, je vous laisse avec la vidéo. Alors, je vous laisse avec cette vidéo qui décrit plus, on va dire, en détail l'expérience de Coulomb. Ceci, c'est l'article où il va publier son expérience. Alors, construction et l'usage d'une balance euh, d'électricité. L'objectif, c'est pour déterminer expérimentalement la loi qui définit les forces électrostatiques. Et ceci sont les éléments en fait de la balance. Ici, vous avez la boule qui est liée au fil de torsion et sur laquelle on va faire la lecture de la force en égalisant bien sûr la force de torsion avec la force électrostatique. Et on introduit par exemple notre boule. Alors, essayez d'observer bien en fait l'expérience et de soulever certaines remarques qu'on va discuter par la suite. Donc, quand vous le remarquez, en fait, lorsqu'on fait le contact, les deux boules ont le même signe de charge. Donc, on s'attend en fait à avoir des forces de répulsion. Alors, il faut bien remarquer que la boule ne se stabilise pas. Il faut attendre un certain moment pour atteindre la position d'équilibre et pour faire la lecture de la force. Alors, la lecture se fait dans la molette en haut, en lisant en fait l'angle. Chaque angle il correspond à une force donnée.
Alors voilà sa conclusion qu'on va discuter par la suite. Alors comment il a procédé Coulomb? Ben, il a procédé, on va dire, en deux étapes. La première étape consiste à garder, on va dire, la distance entre les deux boules constante. Toujours, il essaie en fait de garder la même distance et il mesure la force. Et il mesure la force en fonction de la variation des charges. C'est-à-dire, on introduit des boules de plus en plus dont les dimensions sont différentes, Q1 et Q2. Et il va déduire une loi concernant la force, en fonction bien sûr des charges Q1 et Q2. Donc il cherche le comportement de la force en fonction des charges. Dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il garde la distance entre les deux charges fixe. Et il regarde qu'est-ce qui se passe. Une fois il change Q1, une fois il change Q2, et ainsi de suite. Donc il relève les forces en fonction de Q1 et Q2. La deuxième expérience ou la deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? Il varie maintenant la distance, mais il garde en fait les deux charges, les mêmes valeurs en fait des charges Q1 et Q2. Donc, et il mesure la force. Donc, il mesure la force en fonction de la variation en fait de R. Et il va déduire une loi. Alors, Coulomb va relever ou va faire trois conclusions de son expérience. La première, il va souligner le fait que cette force-là, elle est toujours portée par la droite ou parallèle à la droite qui passe par les deux charges. On va dire autrement, elle est dirigée selon la droite qui joint les deux charges, c'est-à-dire elle est radiale. La force électrostatique, elle est toujours radiale. Une deuxième remarque, c'est que cette force-là, la force électrostatique, elle est proportionnelle au produit des charges. Elle sera attractive si elles sont de signes opposés. Sinon, c'est-à-dire de même signe, les charges ils ont les mêmes signes, elle sera répulsive. Et la dernière remarque, c'est que cette force-là, elle varie comme l'inverse du carré de la distance entre les deux charges. Alors si on traduit les conclusions précédentes sous forme mathématique, ben, l'expression de la force électrostatique, elle va prendre cette forme, la forme suivante. Alors, on a le vecteur, la conclusion où on parlait en fait que la force, elle est radiale, c'est-à-dire dirigée selon la droite qui joint les deux charges, elle sera traduite par un vecteur radial U, qui sera unitaire, de cette manière-là. Alors, ici, vous avez en fait la droite qui joint les deux charges que j'ai marquées en pointillé. Ben, pour traduire cette caractéristique de la force qui est radiale, ben, on va la traduire avec ce vecteur unitaire, c'est-à-dire la force sera dirigée suivant la droite qui passe par les deux charges, comme vous le voyez en fait dans le dessin ici. Donc, on la traduit par ce vecteur unitaire U. On a dit aussi qu'elle est proportionnelle au produit des deux charges. Proportionnelle, vous avez ici Q1, Q2. Proportionnelle au produit des deux charges. Donc Q1 et Q2, vous avez le signe à l'intérieur, c'est-à-dire ici Q1 elle peut être positif ou négatif, de même pour Q2. Et la dernière conclusion, on a dit en fait qu'elle est, alors proportionnelle bien sûr avant de passer, proportionnelle, c'est le 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est une constante. Et varie comme l'inverse du carré de la distance entre les deux charges, elle varie comme l'inverse, on la traduit par le 1 sur r carré. Alors r, c'est la distance entre Q1 et Q2. Et on a dit qu'elle varie avec l'inverse du carré de la distance entre les deux charges, c'est le 1 sur r carré. Alors,
ce que vous voyez ici, c'est la force ou la loi de Coulomb. Ça, c'est la force électrostatique. Donc, pour résumer, pour deux charges ponctuelles, immobiles. Alors, pourquoi immobiles? Il faut se rappeler qu'on est dans un cadre où on étudie des charges qui sont statiques. C'est pour ça qu'on l'a appelé électrostatique. Alors, pour deux charges ponctuelles immobiles Q1, Q2, distantes de R, l'expression mathématique de la force de Coulomb, qui traduit les propriétés dont on a parlé juste avant, ben, c'est la formule suivante. F, la force Q1 sur Q2, est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur Q2, 1 sur R carré, U. Alors, cette expression se lit de la façon suivante. La force F Q1 sur Q2, c'est la force que subit la charge Q2 à la présence de la charge Q1. La constante K, qui souvent on l'exprime par le 1 sur 4 pi epsilon 0, est égale à 9 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Et epsilon 0 qu'on appelle la permittivité électrique du vide, epsilon 0 est égal à 8,85 10 puissance moins 12 Faraday. Alors avant de passer à la notion suivante qui est le champ électrique, dans la vidéo suivante, j'aimerais bien s'arrêter un petit peu avec cette force, cette expression de la force électrostatique. Alors j'ai deux remarques, voire trois remarques que je vais souligner ici, mais j'aimerais bien avant de le faire, de vous laisser réfléchir un petit peu si vous pouvez chercher, si vous trouvez quelques remarques ou critiques à apporter sur cette expression. Maintenant que vous connaissez bien l'expérience, comment s'est déroulée, quelles sont les considérations en fait de Coulomb, est-ce que vous avez en fait des remarques à apporter en fait sur cette expression? Vous pouvez arrêter la vidéo, réfléchissez. La réponse alors est la suivante. Alors, je vais commencer tout d'abord par le epsilon 0. Ici, le epsilon 0, c'est la permittivité électrique du vide. Alors, si on dit ça c'est le vide, c'est-à-dire que l'expérience, cette expression-là, elle décrit quelque chose qui s'est déroulé dans le vide. Tandis que on a bien vu auparavant, juste au début de cette vidéo, que l'expérience s'est déroulée dans un milieu bien précis qui est l'air. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que euh, lui, il a considéré que ces charges-là sont des charges ponctuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ponctuelles? C'est-à-dire, c'est des charges qui n'ont pas de dimension. C'est-à-dire, c'est des points. Tandis que vous avez bien vu pendant l'expérience, on a pris deux boules qui avaient bien une dimension définie. Ces deux petites sphères, on va dire, approximativement sont des sphères avec un rayon donné. Alors que lui, en fait, la considération qu'il a fait, ce sont des charges ponctuelles. Alors ça, c'est une autre, on va dire, un contraste entre l'expression que vous avez ici et l'expérience. Et la troisième, si vous avez, troisième critique, c'est rapporté par ceux qui ont repris cette expérience-là, ils ont essayé en fait de la refaire. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que c'est difficile de trouver cette loi de 1 sur R carré. Alors la loi 1 sur R carré, c'est difficile à retrouver expérimentalement. Du coup, la conclusion en fait qu'ils ont fait, c'est que c'est que Coulomb, il était très influencé par les travaux de Newton. Les travaux de Newton, c'est des travaux qui étaient portés sur la gravitation, c'est la force qui existe entre les corps célestes. Et qu'il a trouvé bien sûr, voilà, ça c'est la force en fait de Newton, ou la force gravitationnelle. G c'est la constante, M1, M2 sont les masses des corps célestes, et R c'est la distance entre les deux masses.
Bah, vous voyez en fait que cette force-là, elle est assez similaire à celle-ci. Ici, vous avez le 1 sur 4 pi epsilon 0, le K, qui est l'équivalent en fait à la constante G. À la place d'avoir des masses, cette fois-ci, c'est les charges. Et bien sûr, vous avez la distance entre les deux masses ici, c'est la distance entre les deux charges. Et aussi, cette force, elle est radiale. Du coup, en fait, lui, Coulomb, il était très influencé par Newton. Et dès il croyait ou il était convaincu, en fait, par que les charges obéissent aussi à la même loi, c'est-à-dire cette loi-là, la loi gravitationnelle, alors, une loi qui ressemble à la loi gravitationnelle. Du coup, en fait, il a pris le 1 sur r carré. Alors ça, ce sont mes trois remarques. Maintenant, dans la vidéo suivante, on va voir, on va parler en fait du champ électrostatique. Alors l'expression de la force qu'on a introduite jusqu'à présent, c'est l'expression suivante. La force qu'exerce Q1 sur Q2, ou la force que subit Q2 à travers l'existence de Q2 et de Q1, est égale à quoi? Une constante de proportionnalité 1 sur 4 pi epsilon 0. Le produit Q1, Q2, 1 sur r carré, avec le r et la distance des deux charges, entre les deux charges Q1 et Q2, et le vecteur unitaire. Faisons un dessin. Si j'ai ma charge Q1, ma charge Q2, placée à une distance r, et bien la force qu'exerce Q1 sur Q2 est la suivante, avec le vecteur unitaire U et collinéaire à la droite qui traverse les deux charges. Il faut souligner autre chose, c'est que Q2 exerce aussi une force sur Q1. Quelle est cette force-là? Ben, ça sera la force suivante. Le vecteur radial U' aura cette direction. La distance est la même, c'est R. Et la force, on va l'écrire F Q2 sur Q1. Avec bien sûr U', comme vous le voyez sur le dessin, est égal à moins U. C'est-à-dire, en d'autres termes, la force Q2 sur Q1 est égale à quoi? À moins la force, c'est une force mutuelle Q1 sur Q2. Et bien sûr, si vous me permettez de la détailler, F de Q2 sur Q1, ça sera la même chose, en fait c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2, 1 sur R carré, cette fois-ci U', ou vous rajoutez un moins, ou moins 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2, 1 sur R carré, U. Alors, une autre écriture en fait de la force, et cette fois-ci on va tenir compte en fait des positions de Q1 et Q2. Alors, je suppose que les charges sont positionnées, par exemple, Q1, je la prends, elle est positionnée en un point O, la charge Q2 en un point M. Si je considère ces positions-là, je peux définir que R est égal à quoi? Le module du vecteur OM. Et le vecteur OM, c'est quoi? C'est le module de OM suivant un vecteur unitaire U, que je peux l'écrire aussi comme R U.
Et dans ce cas-là, U, elle s'écrit comme le vecteur OM sur son module. Avec cette écriture-là, je peux réécrire la force Q1 qu'exerce Q1 sur Q2 de la manière suivante. 1 sur 4 pi epsilon 0, le produit des deux charges. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a le 1 sur R carré, que je vais le remplacer par le 1 sur le module OM, du vecteur OM, au carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en fait le vecteur U, que je remplace avec son expression en fonction des positions. Alors U, je le remplace avec OM sur le module de OM vecteur. Et ça, c'est ma nouvelle expression que je peux l'écrire de cette manière-là. Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, OM sur le module de OM vecteur au cube. Et ça, c'est ma force Q1 sur Q2. Ça, c'est une autre écriture de la force. Alors, je vais parler maintenant du champ électrostatique. Alors, rappelez-vous, ce que j'ai dit auparavant, c'est que toutes les grandeurs électrostatiques découlent en fait de cette expression de la force électrostatique ou de cette loi de Coulomb. Alors, je vais adopter cette écriture en fait de la force de Q1 sur Q2, la suivante, et je vais juste changer en fait le positionnement ou la réécriture en fait de cette force. Alors, ce que j'ai fait dans la deuxième ligne, j'ai juste séparé Q2 du reste. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu en fait cette partie-là. Cette partie-là, tout ce qu'on peut dire sur cette partie-là, elle est indépendante de l'existence de Q2. C'est-à-dire, Q2 n'intervient pas en fait dans cette expression-là. Et par définition, on va définir cette partie-là comme le champ créé, ou le champ qui existe lorsque Q1 existe. En d'autres termes, le champ créé par la charge Q1. C'est le champ électrostatique. Ça, c'est par définition. E est le champ créé par Q1, mais dans un point qui est très précis, c'est en M. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Alors, je vais l'expliquer à côté. C'est-à-dire, avant, on a dit que la force... Alors, je vais faire un premier dessin. Pour rappeler le dessin d'avant, vous avez une charge Q1 en un point O. Cette charge Q1 exerce une force sur Q2 qui est positionnée, elle, en point M, en un point M. La question qui se pose, admettons maintenant qu'on n'a pas la charge Q2. Est-ce que l'effet dans le point M, va disparaître? Eh bien non. Tant qu'on a la charge Q1, l'effet de Q1 dans le point M existe toujours. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste qu'on n'arrive pas à le voir. Si vous avez un appareil de mesure de champ, qui bien sûr n'existe pas, et vous essayez en fait de mesurer en M le champ créé par Q1, ben, il existe toujours. Pourquoi? Parce qu'il dépend en fait de l'existence de Q1. Qu'est-ce qui a disparu ici? Ici, c'est la force exercée sur Q2. C'est la force Q1 sur Q2 qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle dépend des deux charges Q1 et Q2.
Et avec ça, en fait, on définit le champ comme... Donc là, le champ Q1, il existe toujours. Il a toujours cette expression-là et cette intensité. Il aura toujours la même intensité. Ce qui va changer, c'est la force. La force dépendra en fait de la charge que vous allez mettre au point M. Et par définition, le champ électrostatique est un champ vectoriel. Il est créé par la charge Q1 ou la charge Q. Alors je vais l'écrire ici. Le champ créé par la charge Q1 en un point M est égal à quoi? La charge Q1 qui est proportionnelle à la charge Q1. La proportionnalité c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 OM sur OM au cube. Vous pouvez l'écrire sous forme de R, c'est Q1 sur 4 pi epsilon 0 R au carré U, avec le U, le vecteur unitaire suivant. C'est-à-dire le champ, c'est un champ qui est collinéaire en fait à U, Q1 au point M. Donc pour résumer, l'existence d'une charge dans l'espace, elle modifie l'espace où elle se trouve. C'est-à-dire elle va créer autour d'elle un champ qui dépendra en fait de la distance. Alors, le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ici, j'aimerais bien faire juste quelques remarques. Il faut noter que le champ, il est en fonction de 1 sur r carré. Et vous allez remarquer, vous pouvez le démontrer vous-même, que le champ créé par une charge positive, il va se diriger de telle manière qu'il fuit la charge, c'est-à-dire dans ce sens-là. Il va fuir la charge. Et si la charge est négative, ben, le charge sera dirigé vers le centre en fait, de cette charge-là. Bien sûr, ici, il y a une singularité de l'expression du champ, c'est-à-dire il n'est pas défini dans la position de la charge, c'est-à-dire lorsque R est égal à 0. Cette fonction 1 sur R carré n'est pas définie en R est égal à 0. Alors, ceci est une animation qui permet de visualiser le champ de différents corps chargés en trois dimensions. Alors, par exemple, ici, c'est une charge en rouge, une charge qui est positive. Vous voyez très bien cette flèche, elle indique en fait le sens et la direction du champ. Alors, le champ en trois dimensions, il ressemble à quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous avez des vecteurs dans l'espace qui fuient la charge. Et bien sûr, vous remarquez aussi que l'intensité du champ, elle est traduite par la longueur en fait du vecteur. Plus on est dans le voisinage de la charge, la particule chargée ou la charge ponctuelle, plus la longueur en fait du vecteur est assez importante. Bien sûr, lorsqu'on s'éloigne, elle diminue vu que l'intensité elle est en fonction du champ, elle est en fonction de 1 sur r carré. Alors maintenant, une charge négative, ça sera la même chose. La seule différence, c'est que le champ, cette fois-ci, il est pointé vers la charge, le centre de la charge. Alors remarquez ici l'intensité en fait du champ. Elle est très faible lorsqu'on s'éloigne, c'est-à-dire dans cette région-là. On est loin en fait de la charge et elle devient très importante lorsque on se rapproche. Alors on peut jouer avec en mettant en fait plusieurs charges et vous allez voir ça donne en fait des formes de champs qui sont assez complexes. Maintenant si on prend par exemple deux particules qui sont chargées positivement, vous allez voir ça va donner une forme qui est assez complexe en fait du champ. Alors ce qui est tracé en ligne continue, c'est ce qu'on va voir par la suite, ce qu'on appelle en fait les lignes de champ. Alors les lignes de champ sont les lignes qui sont tangentes
en tout point au champ, au vecteur champ électrostatique. Maintenant, si on prend une charge positive et une charge négative, vous allez remarquer en fait que vous aurez une forme qui est assez. Les lignes sortent, en fait, le champ sort de la charge positive pour qu'il rentre en fait dans la charge négative. Ça donne en fait une forme des lignes de champ qui ressemblent à une cacahuète. C'est assez, mais on peut trouver en fait l'équation qu'on va le voir dans d'autres chapitres. Je vais pas essayer de donner plus d'informations à ce sujet. Ici, c'est juste des exemples en fait de différents types de formes de charge. Ici, on a une charge qui est négative, mais qui a une charge en valeur absolue très élevée par rapport à les charges positives aux deux particules qui sont chargées. Voyez-vous en fait que ça se complique de plus en plus. Une ligne chargée, ça c'est une ligne chargée. Deux plaques chargées de signes opposés. C'est l'équivalent d'un condensateur. Voyez-vous en fait que le champ il est orthogonal à ces plaques. Mais quand on se rapproche au bord, il commence à avoir cette forme courbée. Alors pour jouer avec les charges et essayer de tracer le champ et aussi les lignes de champ, mesurer la force, je vous donne en fait ce lien qui est assez très très simple et très bien fait. C'est une animation GIF que vous pouvez programmer, que vous pouvez ajouter des charges, enlever des charges. Vous pouvez donner des valeurs à ces charges-là et tracer par la suite les lignes de champ et le champ lui-même. Vous allez voir en fait que c'est très intéressant. Ça vous donne une idée en fait sur ce concept de champ électrique.